correspondent à celui qui s'intéresse le plus à la partie scientifique. Moi, tout l'acotage que j'ai fait, je vous ai dit qu'est-ce qu'on avait fait dans le temps. Et là, maintenant, tout repose dans la compréhension de la maladie dans les mains du docteur Bernard Bray. Dr. Bray tout là, physiquement à l'Université de Montréal pour aller s'installer à l'Université de Yale, où la plupart de ses collaborateurs sont installés pour aller plus loin dans la connaissance de la taxie spastique de Charlevoix-Saguenay en termes de génétique, physiologie et éventuellement en vue d'un traitement. Alors, Dr. Bray. Merci d'être là. Bon matin. Merci à Diffusion Canada aussi. Toujours un défi de changer un peu de public. Parce que, en fait, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de vous présenter les développements scientifiques reliés à nos connaissances grandissantes sur pourquoi ces gens-là développent cette ataxie. J'ai préféré l'adapter pour que vous voyez, en fait, que dans une équipe scientifique, on travaille un peu comme dans les équipes multidisciplinaires dans lesquelles vous travaillez dans vos cliniques. Ça ne se fait pas seul, même si Jean-Pierre a mentionné que moi, c'est un travail vraiment d'équipe. Alors, je trouvais que c'était intéressant pour vous de non seulement voir où la science s'en va, essayer de voir comment on réfléchit sur pourquoi certaines neurones meurent ou se développent moins bien, et en même temps comprendre qu'on ne peut pas faire ça seul, et qu'en plus, si on veut ramener le fruit de ces travaux-là vers un traitement, il faut déjà maintenant, et c'est ce qu'on fait, travailler sur préparer les essais thérapeutiques. Et ça aussi, le docteur Mathieu va en parler. Donc, c'est vraiment de voir que c'est un programme de recherche est intégratif, où on espère que la science, le plus rapidement possible, va nous arriver vers un traitement. C'est jamais assez vite, je peux vous le dire. On le dit en clinique tous les jours avec nos malades, c'est jamais assez vite. Donc, beaucoup des diapositives sont en anglais, vous m'excuserez. Au départ, les travaux que je présente sont le fruit de cette équipe qui est constituée depuis quand même 5 ans, mais qui s'est agrandie et qui a eu une subvention récurrente pour 5 ans, dévoilée en février de cette année, par Harper lui-même, il paraît. Il a pris beaucoup de crédit pour ce programme-là, de 2 millions de dollars par année pour 5 ans, un groupe de chercheurs. Mais derrière tout ça, il y a une fondation, Jean-Pierre l'a mentionné, je l'ai mentionné à quelques reprises, la fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay, qui est vraiment le bailleur de fonds. Et la personne qui nous a tordu le bras pour qu'on recommence à travailler en fait sur la science pour arriver à un traitement dans cette maladie-là. Donc, vous avez déjà vu le personnage. Regardez cette photo-là, j'ai l'impression que tu as l'air plus jeune encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait. Donc, on sait où se trouve Charlevoix-Saguenay. Donc ça, il n'y a pas de doute, on est là. Et on a revu un peu l'histoire. Moi, c'est évidemment pas mon mandat n'est pas de revoir toute l'histoire, mais plutôt de voir une histoire plus récente. Donc, c'est pas ton doigt, Jean-Pierre, c'est vraiment... Donc, la diapo de Jean-Pierre disait 99-2000. La publication est sortie en 2000, qui décrivait les premières mutations, essentiellement 2 mutations surtout, dont la mutation commune dans le gène SAX, qui codait pour une protéine qu'ils ont appelée saxine. Travail qui, depuis longtemps, avait été fait par plusieurs personnes. Il y a des gens de laboratoire qui avaient travaillé là-dessus, parce que, évidemment, toutes les familles venaient d'ici, de Jean-Pierre, a été coordonnées longtemps par le docteur André Richter. Beaucoup de la génétique et l'identification des premières mutations s'est fait par un autre Saguenéen, Tom Hudson, qui à l'époque était à l'hôpital général de Montréal, mais qui malheureusement maintenant est rendu à Toronto. On sait maintenant qu'il y a plusieurs mutations au Québec, même si on ne pense pas que ça influence beaucoup la clinique, il y a quand même une variabilité clinique. Donc, il y a surtout une mutation, celle qui est présente au Saguenay, qui est aussi présente ailleurs au Québec, mais Charlevoix-Saguenay, pourquoi on a beaucoup de cette maladie-là? C'est parce que beaucoup d'entre nous ici sont porteurs de cette mutation commune et qu'on reçoive une autre copie. Ça arrive, c'est la cause la plus fréquente, donc 2 copies de la même mutation. Et la probabilité aussi qu'on rencontre quelqu'un qui n'a rien à voir avec la région, qui lui ou elle a une autre mutation. Et peu importe, en ayant 2 mutations, on développe la maladie. Donc, l'importance d'une maladie qui est partie d'une très belle description clinique, une description classique d'une pathologie. Elle se rend compte qu'il y en a partout dans le monde avec des variantes.
des cas beaucoup plus graves d'enfants très handicapés, par exemple dans certains cas japonais, des cas supposément beaucoup plus légers aussi. Donc le spectre s'est étalé. On avait au Québec une taille où les bleuets étaient à peu près de la même taille, mais quand on a regardé ailleurs, on a trouvé des bleuets de toutes sortes de couleurs, mais en fait c'était la même affaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a quand même un intérêt grandissant pour cette pathologie-là, parce que les gens se rendent compte que c'est commun, au point où, même en Hollande, c'est considéré plus fréquent que la tachyphrylage. Et la raison pourquoi ça passe après, il y a eu un décalage, c'est que le gène était un gros gène. C'est un décalage à plusieurs niveaux, étant un gros gène long à séquencer, dispendieux à l'époque avec les technologies. Donc, les groupes qui avaient peu de gens qui se ressemblaient ne prenaient pas le temps de séquencer ce gène-là. Et donc, ça, c'est une vision très schématique du gène, tel qu'on le voit essentiellement maintenant. Donc, essentiellement, un gène qui a quelques exons. Un des problèmes qu'il y a eu au départ, pourquoi les gens aussi n'identifiaient pas de mutation, c'est que le gène avait été défini dans le premier article comme juste une partie qui codait pour la protéine. Ils avaient complètement oublié qu'en avant, il y avait plein de petites parties qui codaient, et en fait, beaucoup de mutations se retrouvent dans ces parties-là. Ce n'était pas exceptionnel à l'époque. On n'avait pas la carte du génome aussi bien détaillée qu'on a maintenant. Et comme c'est un immense gène, c'est toujours difficile d'identifier un des bouts de la séquence. Donc, maintenant, on parle d'une protéine avec plusieurs unités. Comme vous les voyez là, 3 unités de fonction inconnues, mais qui ont une activité ATPase. Très grosse unité fonctionnelle. Après ça, on a quelque chose qui ressemble à un domaine important pour le tagage et la dégradation des protéines. On a un domaine qui, lui aussi, semble avoir une fonction reliée au côté chaperone, et maintenant on sait que ça peut avoir un effet chaperone. On a aussi quelque chose qui semble être impliqué dans le côté chaperone, et on a un domaine de fonction inconnue encore, qui est ici. Ce qu'il faut comprendre que quand, en 2006, on est rentré, on avait tout ça, mais il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites. On se retrouvait avec une protéine très difficile à manier. Donc, on a été obligé d'être original en allant chercher des gens qui n'étaient pas impliqués dans ce champ-là, en disant aidez-nous à travailler avec ce gros monstre. Parce que si vous regardez ici, par exemple, ça c'est la distribution des tailles des protéines, des plus petites à la taille, le poids moyen des protéines. Et si on avait à placer l'ARSAC, c'est ici. C'est dans les 2% des plus grosses protéines de tous les organismes. Donc on a cette grosse affaire qui se promène dans les cellules, qui est déjà, qu'on doit concevoir comme une protéine à multifonction, multivagonaire. Et on a démontré récemment qu'en fait, elle est en plus au moins un dimère. Donc la protéine doit s'enrouler. Et joue déjà 3 fonctions prédites. Et donc 2 d'entre elles ont déjà été prouvées. Donc c'est carrément ça doit être une protéine multifonction qui s'enroule en partie sur elle-même. Et pour aller plus loin, on a décidé de faire du réductionnisme scientifique. Ça veut dire qu'on a, avec un collaborateur de l'équipe, on a même coupé la protéine. Et je vous montre toujours cette image-là parce que je l'aime. Je pense que c'est ça la recherche aussi. Ça, c'est un bout de saxine cristallisée. Donc, si on prend de la saxine, une partie de la protéine, on l'exprime, on en fait des cristaux. Et après ça, avec toutes sortes de méthodes d'analyse, Sur les filles s'intéressent toujours aux cristaux. Hein? C'est ça, les gens se lèvent, veulent voir. C'est pas cher, ça, je peux vous en parler, c'est pas cher. mais avec ça, on peut vraiment analyser la structure de chacune des régions et construire dans l'espace comment cette immense protéine-là peut-être fonctionner. Compliqué. Et ça a beaucoup ralenti les travaux initiaux du groupe de Richter et Tom Hudson. C'est qu'ils avaient une grosse affaire. Hein? Ils n'étaient pas équipés, ils n'avaient pas l'expertise. Donc, quand on a relancé, on a décidé d'aller dans une autre voie. Et c'est ce qu'on devait faire en rétrospective. Donc, je veux dire quelques mots parce que je pense que ces gens-là, tous nos patients qui ont l'ARSAX, méritent des médailles d'or de Rino Tinto. Ce couple-là a quand même fait quelque chose de remarquable. On le voit tous dans nos cliniques. On vit l'handicap de l'enfant, l'annonce de la mauvaise nouvelle de toutes sortes de façons. Ça, c'est un couple qui est allé dans le combat tout de suite. Combat avec une approche très systématique. C'est des avocats. Ils ont essayé de savoir où il y avait de l'argent. Non, c'est pas ça que je dis. Mais ils ont contacté tout le monde, puis ils se sont fait une tête.
que probablement une fondation axée sur juste la recherche pour cette maladie orpheline-là serait la meilleure façon de faire accélérer les choses pour, malheureusement, leurs 2 enfants qui ont la maladie. Elle, Sonia Gobeil, est du Saguenay. Et Jean Groslo n'est pas du Saguenay, il est plutôt de Trois-Rivières, derrière Trois-Rivières, de la Mauricie. Et en fait, ils ne partagent pas la même mutation. Leurs enfants n'ont pas la même mutation. Donc, je voulais quand même insister, parce qu'on est dystrophie musculaire est présente, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont aidés à produire des résultats préliminaires et on a pu aller chercher une subvention d'un programme de partenariat très important entre Dystrophie musculaire Canada et les Instituts canadiens. Cet argent-là était vraiment de l'argent dédié que des patients, des familles, plusieurs personnes dans la salle avaient contribué à créer un fonds ARSAX à même la dystrophie musculaire du Canada. Cet argent-là n'a pas été gaspillé, a finalement été décloisonné et parti pour ce projet-là. Et c'est ça qui a permis tout le reste. On est allé chercher 2,5 millions, qu'on continue à recevoir, même de la Fondation, plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Donc, tout le monde y travaille, tout le monde va aller dans la même pause. Donc, je vais vous amener où on est rendu. C'est l'aventure qu'on se continue. L'aventure sociologique, c'est le message du multidisciplinaire. On ne peut pas faire ça tout seul. Moi, j'ai une formation de généticien, j'ai une formation de neurologue. Oui, je regarde les protéines, je regarde ces choses-là. Je travaille de plus en plus avec des souris, mais je ne peux pas être universellement compétent. Donc, il faut s'associer à des gens. Donc, cette approche-là, l'approche que vous vivez, on peut le faire aussi au sein d'une équipe scientifique. Au départ, on était 4 laboratoires qui reflètent un laboratoire à caractère biomol, plus classique, avec des gens comme moi qui font du clonage, caractérisation de mutations, des choses comme ça. Un laboratoire qui s'intéresse beaucoup au transport vésiculaire, parce qu'on avait certains éléments qui suggéraient que peut-être la saxine permettait le transport dans les neurones. Donc, on a cherché Peter McPherson de l'Institut neurologique, un chercheur très chevronné, très bon. On est allé chercher aussi quelqu'un qui s'intéresse à faire des cultures des neurones pour regarder la physiologie, l'impact physiologique, parce qu'on savait qu'on allait aller dans la direction de la souris transgénique. Mais on espérait pouvoir injecter dans les cellules de la saxine modifier et voir si ça avait un impact fonctionnel. Et Kelly Guérin, qui est un des grands biologistes structurels qu'on a maintenant au Québec et au Canada, président du réseau québécois de biologie structurelle, qui fait ses diamants pour vue, mesdames. Et évidemment, parce que je ne suis pas l'expert clinique de l'ARSAX, donc vous les avez ici, l'idée qu'on doit travailler ensemble, on doit essayer de faire le corrélat, d'autant plus qu'on développait une souris, on voulait que tout se remplace, tout se ressemble. Donc, on avait besoin d'une équipe complète. Maintenant, l'équipe a grandi. Pourquoi elle a grandi? C'est ce qu'on ferait dans une équipe multidisciplinaire. On a besoin d'une nouvelle compétence. Donc, quand on s'est... et vous allez voir un peu l'histoire dans une seconde. Quand on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un problème avec les mitochondries, on s'est retourné vers deux personnes qui font partie de mon groupe. En fait, le co-directeur de mon groupe, Eric Shoebridge, qui est monsieur mitochondrie au Canada. Il s'est dit, viens nous aider à comprendre cette maladie mitochondriale. Tu vas nous aider. Donc, il a embarqué dans l'équipe. Et une autre fille qui fait partie de mon équipe aussi, qu'on m'a rappelé hier, qu'on a volé à l'Université d'Ottawa, Hailey McBride, qui est vraiment dans les 3 grands spécialistes au monde d'un phénomène qui s'appelle le dynamisme mitochondrial. Et si vous apprenez une chose scientifique aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que ça veut dire le dynamisme mitochondrial. Donc, elle s'est jointe au groupe dans les derniers mois. Et physiquement, on est bientôt tous ensemble dans le même local. Et on voulait aussi s'associer, à cause du côté chaperon, c'est compliqué, ça, c'est le côté de comment une protéine aide une autre protéine à prendre la bonne forme. Je suppose c'est comment un danseur influence l'autre danseur pour que ça soit harmonieux, que ça suive le rythme. Donc, lui est un spécialiste de ça, de comment retourner les protéines pour qu'elles ont l'air en belle forme, une belle position. Donc, il s'est joint à nous, un gars aussi extrêmement doué. Et ça a mené très rapidement, dans la dernière année, à une publication d'importance qui a été publiée dans la Proceeding of National Academy of Science, qui disait ce que ça dit. Il y a une dysfonction mitochondriale et une mort des cellules de Purkinje accélérée dans l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Donc, rappel, mitochondrie, centrale énergétique, image cartoon, image schématique, celle que vous voyez dans vos manuels, une sorte de lentille, double membranaire, on produit l'ATP, tout ça. C'est plus complexe que ça. En fait, si on regarde une cellule, les mitochondries sont à la fois des petites lentilles, mais aussi des grandes fèves, elles sont toutes interconnectées. Et il y a un dynamisme, ça veut dire qu'il y a des mitochondries qui quittent ce réseau pour aller naviguer ailleurs dans la cellule, vont revenir se refaire une beauté et vont repartir. Donc c'est un réseau mobile. Et de là le terme dynamisme mitochondrial.
Alors regardez cette image assez remarquable. Donc ça, c'est on regarde un fibroblaste, donc une cellule cutanée d'un patient, pas d'un patient, d'un cas normal. Sûrement pas moi, je ne suis pas normal sur aucun des tests, c'est fou ça, mais peu importe, un cas normal. Donc ça, c'est le réseau mitochondrial qu'on voit dans le fibroblast. Donc cette sorte de, oui, il y a un côté un peu linéaire, il y a des régions qui ont l'air un peu plus rondes. Regardez dans un patient. Donc c'est quand même assez frappant. Évidemment, il y a de la sélection d'images pour trouver celle qui montre vraiment le plus de contraste, mais vous voyez quand même que c'est reproductible, là, tout à fait reproductible. Vous voyez quand même ces gros mitochondries ballonnés, moins de réseautage. Donc ça, pour nous, c'est un exemple patent dans les cellules de patients. Autrement dit, si on avait cherché ça, on aurait pu le voir il y a des années. Parce qu'on a ces cellules-là, en fait, c'est des cellules qui ont 20 ans. Cette sorte d'anomalie dans le réseautage, donc la dynamique entre passer d'une saucisse à des petites saucisses, qu'on appelle la fission mitochondriale, ou le retour vers une plus grosse saucisse qu'on appelle la fusion mitochondriale. Donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que là, vraiment, je perdrais tout, mais je vais quand même poursuivre un peu cette histoire. Donc ça, c'est des images récentes où maintenant, on est capable d'injecter dans les neurones de l'ADN qui exprime le gène. Donc là, ce que vous voyez, essentiellement, c'est des dendrites de neurones en culture où on voit que le vert correspond à la saxine, le rouge correspond aux mitochondries. Vous voyez, dès que la couverture est parfaite, ça devient jaune. Donc on voit vraiment que le réseau dans les dendrites est entouré de la protéine saxine. Et ça, évidemment, ce n'est pas chez les malades, c'est des souris. On voit quelque chose qui n'est peut-être pas assez bien, surtout pour les gens derrière, mais ça, c'est des neurones des ganglions des racines postérieures. Et ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on voit que on devine, les mitochondries se déplacent pour se rendre au bout de ces longues tentacules qui sont les axones, qui sont les dendrites. Ils se déplacent presque individuellement. Il y a un système qui les amène et qui va les déplacer au point nécessaire à distance. Donc, il y a comme un réseau de départ autour du noyau. Et là, ils sont envoyés comme des navettes spatiales. Allez faire votre travail, allez amener de l'ATP au synapse, le plus loin. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit normalement. Donc, on est en train de vous montrer que c'est, en fait, c'est anormal chez ces patients, chez les cas qui sont porteurs de mutations. Donc, on a fait d'autres choses. On a été chanceux d'avoir accès à une souris. Donc, c'est une souris qui développe une spasticité. Vous voyez, wild type veut dire normal. Donc, la souris normale, dans ce réflexe-là, tirée par la queue, va faire ses pattes. Donc, reflète une certaine souplesse. Dès qu'ils deviennent spastiques, ils font ce mouvement de retrait qu'on voit chez les patients aussi. Donc, on voit très bien qu'une souris qui a des manifestations. Qui plus est, on voit que quand on... Ça, c'est l'humain. Vous vous rappelez l'image du docteur Bouchard tantôt. Donc, la partie antéro-supérieure du vermis, donc du cervelet. On voit chez la souris normale une belle intégrité des grosses cellules de Purkinje. Et là, on voit que carrément chez la souris, on a une perte des cellules de Purkinje. Plus belles images récentes de Roxane Larivière. Vous voyez tout à fait ça. Et c'est vraiment comme chez l'humain. Jean-Pierre, je ne pense pas que tu les as vus, celles-là. Donc, on voit vraiment l'antéro-postérieur ici. Puis regardez, donc, plus c'est brun, plus c'est normal. Vous voyez comment c'est quand même assez beau ici. Ça, c'est le wild type, donc le normal. Puis regardez, antéro-postérieur chez notre souris. Vous voyez cette perte de cellules qui correspond très, très bien à ce qu'on voit chez l'humain. Donc, on voit et c'est quantifiable. Donc, on regarde le nombre de cellules et on se rend compte. Donc, ça, c'est prometteur. C'est-à-dire que la souris a des manifestations cliniques et a aussi des trouvailles pathologiques qui ressemblent à celles de l'humain. On va se battre avec la machine toute la journée, je pense. Regardez des images encore produites par Roxane, superbe, où on voit normalement les cellules de Purkinje est normales, et on voit comment elles sont anormales chez notre souris. C'est assez remarquable. Regardez aussi, même à ce niveau-ci, regardez la très belle couronne qui est complètement modifiée chez nos souris, avec même un anneau de mitochondries autour du noyau qui montre très bien qu'il y a un problème de migration. Maintenant, on a des données sur presque 1 an sur nos souris qui montrent que nos souris ne font vraiment pas les tests comme il faut. Hein. Ça, c'est très bien parce qu'on peut commencer à penser à des essais thérapeutiques. Donc, c'est là où on est rendu. On a la souris pour essayer des essais thérapeutiques. Même chose, d'autres choses. Et on pense qu'on va pouvoir même commencer à les tester à 2 mois de vie.
Donc déjà, c'est une maladie congénitale. Hein. Ils sont différents. Ils ont une maladie neurogénétique, mais ils ont une maladie congénitale. Et donc, on va pouvoir les tester très tôt, ce qui permet d'accélérer le nombre de molécules qu'on pourrait tester. Donc, image encore en schéma, parce que l'article a fait quand même pas mal de bruit. Donc, Nature a fait un review, donc a fait un article de synthèse sur l'article pour montrer un peu cette image, que normalement, les mitochondries doivent voyager dans l'arbre dendritique, qui est immense dans le cellule de Purkinje. Donc, normalement, on aurait cette migration harmonieuse, division harmonieuse, puis on voit que finalement, dans l'Arsax, ce serait l'idée que ça ne se rend pas jusqu'au bout. Et au bout, c'est très important, c'est souvent les lieux de toutes les synapses, les interactions. Donc, on voit pourquoi le système ne fonctionne pas, et avec le temps, en fait, meurt. Donc, l'image, je vais aller plus vite parce que c'est cette idée que, normalement, on aurait la saxine autour du mitochondrie, et de façon annulaire, le mitochondrie, et on connaît une partie de cette mécanique-là, est séparé, permet d'être, en bon québécois, squeezé, pour qu'un mitochondrie se dégage. Dans l'Arsax, ça semble se faire de façon défectueuse. C'est un peu cette image qu'on voit ici, l'idée d'avoir un mitochondrie qui est entouré, en fait, de microtubules, des choses, qui est en déplacement. Et donc, on pense que la saxine est dans cet environnement de grosses protéines de taille variable qui permet la migration du mitochondrie vers sa destination, mais probablement est aussi important comme un site pour plusieurs fonctions. Donc, c'est vraiment une protéine, et c'est pour ça que pas tous les organismes ont cette protéine-là, c'est vraiment de l'évolution. Ça prend des gros cerveaux pour avoir de la saxine. C'est des fonctions. Donc, on a un modèle maintenant qu'on peut tester. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est réellement ça, c'est de passer plus rapidement vers un essai thérapeutique. Ça veut dire d'utiliser nos cellules, que ce soit des cellules modifiées génétiquement, que ce soit les cellules de nos malades, que ce soit des tests, en fait, in vitro, pour qu'on puisse tester un grand nombre de molécules disponibles pour voir si on peut influencer ça. Évidemment, remplacer cette protéine-là, à ce moment-ci, hors de question, qu'on ait de la taille, toutes les difficultés, c'est pas ça qu'on en parle, mais colmater l'insulte ou les difficultés que la cellule vit avec ces mitochondries mal placées dans la cellule, c'est là-dessus qu'on capitalise, ou on espère capitaliser, et on a même une entente pour une plateforme de recherche de médicaments. Donc, merci de votre attention, puis merci surtout à tous les gens qui nous aident, l'équipe eux-mêmes, et les agences subventionnaires, et particulièrement la Fondation, il faut insister sur leur contribution essentielle au début, essentielle tous les jours.